Ok. Alors, donc je vais me présenter. C'est une commande de Jacques. Donc, car je suis situé. Je ne sais pas si vous pouvez voir le curseur de la souris. Moi, je suis précisément ici là maintenant. Je suis au nord du Danemark, à Aalborg. Donc, si vous remontez un peu au nord, là, vous avez Hirtshals, Frederikshavn, qui ont des connexions avec notamment Göteborg, Oslo, Kristiansand, Stavanger, la Norvège et la Suède. Donc voilà, ici, en fait, le Danemark, on est un peu les sudistes de la Scandinavie. Alors, dans Scandinavie, on devrait aussi inclure Islande, voire les îles Féroé. Bon, j'ai pas été jusqu'à ce niveau-là. J'étais assez occupé et déjà j'ai dû me mettre à jour avec les nouvelles économiques. Donc j'ai parcouru les médias en fait de ces quatre pays euh, en relation avec l'année 2024 pour un peu établir. Alors je vais essayer de faire une présentation factuelle, mais aussi un peu incorporer, disons le ressenti de voilà des médias économiques sur la situation économique dans ces pays. Je vais regarder une série d'indicateurs. Alors, les taux de change, l'évolution des taux de change de ces différents pays exprimés en droits de tirage spéciaux depuis 2019, le PIB par habitant de ces différents pays en dollars courants ainsi que en parité de pouvoir d'achat. L'inflation en 2024, alors à chaque fois, je vais essayer d'utiliser les données les plus à jour. Il peut y avoir un degré un peu d'approximation parce c'est encore à l'état de prévision. Mais bon, ça colle, disons, à l'appréciation, à moins qu'il y ait une erreur, comme, euh, comme la France en a eu le secret récemment sur les questions de déficit, à moins qu'on ait des erreurs assez magistrales. Normalement, dans l'ensemble, la, comment dire, la vision d'ensemble devrait à peu près coller à la réalité. Donc, pour les taux d'intérêt, je présenterai les taux d'intérêt des banques centrales ainsi que les rendements sur les euh, bons du Trésor à 10 ans. Ensuite, les soldes budgétaires et courants de ces pays. Donc, comme on verra, c'est assez inhabituel, hein, c'est la Scandinavie. Donc, là-bas, tout le monde veut faire de l'austérité et deux pays, enfin trois pays en réalité, ont des soldes courants assez élevés, dont un, la Norvège, qui est très élevé. Ensuite, on parlera un peu de la croissance en 2024 et du taux de chômage qui s'est établi dans les différents pays. À la fin, j'aborderai la question des dettes publiques ainsi que privées. Et également, alors, les données, donc, c'est OCDE, Eurostat principalement, Trading Economics, dont je me suis servi pour boucher les trous. Et j'ai aussi quelques slides, voilà, quatre points par pays, ce qui représente un peu donc le ressenti, on va dire, des médias économiques voilà, sur les questions d'actualité au sein de chacun de ces pays. Alors, juste pour mettre les choses en perspective, voilà, le total cumulé de ces pays, c'est moins de 30 millions d'habitants, c'est même pas la taille de l'Espagne. A fortiori, c'est même pas la moitié de la France, c'est pas le quart de la Russie, etc. Donc on parle de quatre pays, mais voilà, on parle pas des briques, hein. Concrètement, c'est comme si on avait un pays démographiquement de taille moyenne divisé en régions, mais chacun s'appelle un pays. Voilà. Donc, néanmoins, alors la Suède est le poids lourd, hein, dedans, il fait quasiment deux fois la taille de chacun des autres. Sinon, typiquement, on est dans 5,5 à 6 millions d'habitants. Si vous vous souvenez de la carte, bon, le Danemark est beaucoup plus petit que les autres pays. Maintenant, les trois autres pays étant au nord, une grande partie du territoire est pas facilement habitable. Il y en a qui y habitent, mais voilà.
le Danemark est plus densément peuplé, mais c'est aussi voilà, le pays où disons, le climat prête à avoir davantage de population sur le territoire. Alors, au niveau du PIB par habitant, au niveau du PIB par habitant, on a, de façon générale, la Finlande a toujours été un peu le pays pauvre de la Scandinavie. Ça a toujours été vrai. Bon, les événements de la fin des années 80, début des années 90, avec l'effondrement économique en Russie lors de la transition, avait considérablement impacté la Finlande. On a eu une crise, on a eu des crises en fait financières, bancaires, en Suède, en Norvège et en Finlande. Je pense que ça avait commencé en Norvège, mais la Finlande avait vraiment pris un très très gros coup. À cette époque-là, les pays avaient décidé un peu. Alors, le Danemark était déjà en champ fixe vis-à-vis du Deutschmark à l'époque. Euh, la Suède avait décidé de flotter, la Norvège avait décidé de flotter, la Finlande avait dévalué, mais ils étaient restés enfin, ils ont dévalué un peu flotté, et après ils sont revenus à un change fixe. Et in fine, comme vous le savez, la Finlande a rejoint l'euro. Voilà. Donc, et on peut le dire, l'appartenance à l'euro, hmm, bon, j'ai tendance à penser que ça leur adjoint un poids par rapport aux autres pays, mais on peut dire en tout cas que clairement, ça n'est pas une recette miracle. Voilà. Donc la Norvège est le pays le plus riche de la Scandinavie. C'est essentiellement dû à l'abondance des ressources naturelles, qui est très importante, qui leur permet d'avoir notamment un solde courant extrêmement important. Et de façon générale, la Norvège, suivant les variations du taux de change, est toujours dans le top 5 des pays dits les plus riches du monde. Alors le Danemark, qui est régulièrement, lui, à peu près classé 10e, donc on voit, il y a un écart entre le Danemark et la Norvège, mais le Danemark, si on mettait l'ensemble des pays européens, euh, ça rééquilibrerait bien les choses, ainsi que pour la Finlande. Le Danemark est un pays où on vit plutôt bien. Enfin, macroéconomiquement, les choses vont plutôt bien. C'est clairement, voilà, c'est un mélange une intervention quand même assez structurelle de l'État dans la vie économique, à travers l'État-providence, le marché du travail quadrillé par les syndicats. Les syndicats sont obligatoires. Et bon, quoi. Aussi un excédent courant assez important, on en parlera, mais qui permet au Danemark d'avoir voilà, un excédent budgétaire, une dette publique qui est très très faible, d'être au quasi plein emploi, et donc voilà, d'avoir dans l'ensemble une situation assez enviable. La Suède donc a sa propre devise. Alors le Danemark a sa propre devise aussi, mais le Danemark est en change fixe vis-à-vis de l'euro. Je rentrerai dans les détails. La Suède, elle, a sa propre devise qui s'appelle la couronne également, couronne suédoise. Cependant, la Suède est en flottement, ce qui lui donne davantage de marge de manœuvre. Après, la Suède, sur le plan macroéconomique, certains aspects sont plutôt bons, d'autres pas vraiment. La Suède souffre notamment d'un taux de chômage élevé, qui en fait est même, je pense, supérieur à celui de la France aujourd'hui, et qui a disons, des fragilités structurelles un peu. Et la Finlande, j'en ai déjà parlé, appartenance à la zone euro, et bon, clairement, il y a la Finlande accuse un peu un retard par rapport aux autres pays scandinaves, même si dans l'absolu, la Finlande est un pays qui va bien, et où notamment les services publics fonctionnent. Il y a un certain niveau d'exigence dans la manière dont les choses doivent opérer, etc. Mais il y a quand même des défis macroéconomiques
en Finlande. Alors, en ce qui concerne les régimes de change, en gros, on a quatre devises différentes. Le Danemark, je prends dans l'ordre alphabétique ici. Le Danemark est en change fixe avec l'euro. C'est un membre historique alors en anglais, ça s'appelle Exchange Rate Mechanism 2, donc traduit en français par mécanisme des taux de change numéro 2, mécanisme des taux de change numéro 2. Ça avait été mis en place lorsque la zone euro a été créée donc en 99. C'est quelque chose en fait qui a deux caractéristiques. La première, c'est que les bandes officielles de fluctuation sont à 2,25% de part et d'autre de la parité centrale. La deuxième chose, c'est qu'il y a un accord bilatéral de refinancement, en gros de crédit de liquidité potentiellement illimité. La BCE aide de façon illimitée tout pays dont la devise toucherait les bandes, notamment la bande où ça serait en cas de dépréciation de la devise. Voilà. Cependant, le Danemark n'a pas vraiment besoin de ça parce que si les bandes officielles sont de 2,25%, effectivement, de facto, le Danemark, à travers l'intervention de sa banque centrale, arrive à maintenir des bandes effectives qui sont inférieures à 0,4% de part et d'autre de la parité centrale. Donc la BCE n'a pas besoin d'intervenir pour défendre le change. Le Danemark a eu quelques épisodes au cours des 20 dernières années où il a dû, dans un sens comme dans l'autre, intervenir pour maintenir la stabilité de la parité. Mais le Danemark, voilà, le taux de change en pratique de la couronne danoise par rapport à l'euro n'est jamais sorti de ces bandes de 0,4% de part et d'autre de la parité centrale. Donc, effectivement, le couloir de fluctuation de la couronne danoise est très largement inférieur au couloir officiel, au couloir de jurés. Il est à noter également que et ça fait à peu près 10 ans, structurellement, le Danemark maintient en fait, lorsque la BCE modifie ses taux, le Danemark modifie ses taux automatiquement. Et il y a un communiqué de la Banque centrale danoise disant, par répercussion de l'annonce de la BCE, voilà, en ce moment, nous baissons les taux de temps et ils baissent exactement du même montant. Cependant, depuis donc à peu près 2015, depuis cette attaque spéculative inversée, où donc les spéculateurs avaient tenté de pousser la couronne danoise à la hausse et de casser le peg, mais par le haut, ce qui est très inhabituel. Mais ce qui s'était passé, en fait, similaire à ce qu'il y avait eu en Suisse, donc au début de l'année 2015. Mais depuis, en fait, c'est là que le Danemark avait été le premier pays à passer durablement en taux d'intérêt négatif en janvier 2015 et ils avaient maintenu donc un écart par rapport aux taux principaux de la BCE et cet écart en fait ne s'est jamais résorbé. Donc aujourd'hui, lorsque je crois qu'on est à, c'est quoi, c'est 3,15, je sais plus, c'est 3,15 dans la zone euro, c'est 2,65 au Danemark, par exemple. Donc voilà, il y a cette marge de différence de 0,5%. Mais il évolue toujours en parallèle. Alors la Finlande, c'est très simple, c'est un membre de la zone euro. Voilà. Donc la question ne se pose pas vraiment. Voilà, le régime de change, ben, c'est l'euro. La Norvège est en change flottant, de la même manière que la Suède. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais à titre personnel, j'ai quand même un petit doute sur la manière dont la Norvège gère sa devise. Parce que comme on va le voir, la Norvège a un excédent courant qui est invraisemblable. Il est quasiment de 20% du PIB. Et la Norvège voit sa monnaie, a vu sa devise se déprécier. Puis j'aurai un graphique dans la prochaine slide. Mais cette dépréciation, considérant le fait que si on observe les réserves de change en Norvège, notamment alimentées
par l'excédent courant, la hausse des réserves aurait clairement permis un ciblage du taux de change ou disons de contrer cette dépréciation. Or, la Norvège ne semble rien en avoir à faire. À la limite, pourquoi pas, hein, si ils épargnent, notamment leurs fonds souverains, si ils investissent en devises étrangères et qu'ils laissent leur monnaie se déprécier, ils auront un effet de richesse. Donc, pourquoi pas, dû aux effets de réévaluation des actifs. Mais c'est quand même étonnant, parce que quand on lit la presse danoise, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des inquiétudes au sujet de cette dépréciation. Et je voudrais bien, si la Norvège était un pays où le déficit, qui avait un déficit courant important et des réserves de change qui, 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 qui s'épuisaient, mais c'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Donc, de mon point de vue, après c'est mon point de vue, mais je pense que la Norvège offre un cas intéressant d'un pays assez riche, mais dont le niveau de, comment dire, literacy, de lettrisme sur le plan économique et financier n'est pas au niveau de leur développement, en fait. Et que je lis des articles de journaux économiques et je me dis, mais pourquoi écrire des choses pareilles? Ça, à mon avis, ça montre une assez profonde incompréhension des mécanismes. Mais bon, dans l'ensemble, la Norvège va très bien. Et puis en plus, la dépréciation permet de stimuler encore davantage leurs exportations. Donc, à la limite, comme j'ai dit, pourquoi pas. Et la Suède est en change flottant également. Il y a moins de choses à dire. Ils font comment dire, une utilisation un peu plus euh, active de leurs réserves de change. On voit davantage de fluctuations. Voilà. Alors, voici le taux de change. Donc, j'ai pris ça sur le site du FMI. Donc, exprimé en droits de tirage spéciaux. Base 100, en fait, c'est base 1, c'est même pas base 100, c'est base 1 au tout début de l'année 2019. Donc, alors, on voit plusieurs épisodes. Alors, juste une précision, dans l'ensemble, le code couleur est le même dans cette présentation, à l'exception de ce graphique. J'avais fait avant et en utilisant un autre logiciel. Voilà, donc c'est de façon générale, j'ai le même code couleur dans toutes les slides, sauf ici. Ici, la Norvège, c'est le violet foncé. Donc on voit que au début de la pandémie, la couronne norvégienne avait considérablement accusé le coup, hein. Elle avait perdu plus de 20% par rapport à début 2019, essentiellement dû au fait que on avait eu un ralentissement, on avait eu les confinements, un ralentissement très fort de la demande d'énergie et notamment d'hydrocarbures, et que la Norvège, étant un gros producteur de gaz, avait vu donc la demande pour sa principale exportation diminuer et que ça avait entraîné voilà, une baisse particulièrement forte. On voit que ça avait été le cas de la Suède aussi. Là, c'est plutôt un effet de fuite vers le dollar, qu'on constate en fait assez régulièrement. Le dollar, même quand les États-Unis font n'importe quoi, euh, le dollar s'apprécie parce que les investisseurs internationaux, par défaut, vont vers ce qu'ils jugent être le plus sûr. Même si c'est le cœur du désastre, néanmoins, le dollar étant jugé sûr, euh, il y a un problème en Asie, les investisseurs vont vers le dollar. Il y a un problème aux États-Unis, les investisseurs vont vers le dollar. Voilà. Mais si on regarde la période plus récente, donc depuis 2023, donc on avait généralement, bon, c'est essentiellement dû en fait au dollar et le yuan chinois qui a été ajouté au panier du DTS tend à suivre plus ou moins voilà, le dollar, même il y a davantage de flexibilité. Mais concrètement, c'est un peu l'effet de revalorisation du dollar qu'on avait observé ici. Et il y a eu une divergence, cependant, en 2023, entre d'un côté, donc la ligne jaune-orange, c'est l'euro, la ligne rouge, c'est la couronne danoise. Or, j'ai dit, la couronne danoise suit l'euro, de facto, elle évolue.
de concert, euh, ces deux devises ont eu tendance à enfin, se réapprécier par rapport au DTS, alors que la couronne suédoise et la couronne norvégienne, elles, se sont dépréciées et ont continué à se déprécier. Et on voit que la couronne norvégienne s'est davantage dépréciée que la couronne suédoise. Donc, donc voilà, donc le Danemark et la Finlande étaient plutôt ici. On a une dépréciation récente vers la fin de l'année 2024, mais était plutôt là. Donc on avait retrouvé le niveau de début 2019. Cependant, la Suède et la Norvège, quant à elles, ont observé une dépréciation de leurs devises respectives, voilà, au cours des 2 dernières années. Alors, en ce qui concerne les soldes budgétaires et courants, et j'en profite pour dire, voilà, ça c'est le code couleur. Comme c'était le cas dans le tout premier graphique, le Danemark, c'est tout ce qui va être rouge et rose. La Finlande est en bleu. La Norvège, c'est jaune et ocre. Et la Suède en vert. Alors, pour lire le graphique, en fait, vous avez deux types de barres. Vous avez les barres que j'appelle épaisses, donc elles ont une grosse largeur. C'est le solde courant, ici. Ça, c'est le solde courant, par exemple. Pardon, c'est l'inverse. C'est le solde fiscal. Donc là, en l'occurrence, le Danemark a un excédent fiscal de l'ordre de excédent budgétaire d'un peu plus de 2% du PIB pour l'année 2024. Les barres minces, qui sont au milieu à chaque fois et qui sont plus claires, représentent le solde courant. Donc le Danemark, c'est 9,5. La Finlande, c'est négatif. La Norvège, c'est 18%. Voilà. La Suède, c'est 6,5. Donc, on, on voit des situations, en fait, des situations un peu différentes, même si, à nouveau, si on pouvait comparer avec d'autres pays, on verrait que c'est quand même qui sont assez localisés sur la distribution globale des soldes budgétaires courants. Hein, c'est quand même quelque chose de très très inhabituel d'avoir sur un même graphique deux pays en excédent euh, budgétaire et trois pays en excédent courant et le dernier qui est dans un excédent, dans un déficit relativement modéré. Hein, quand on est habitué à des pays euh, disons, enfin, je vais parler pour la France ou l'Italie, concrètement, c'est plutôt des déficits. En ce qui concerne, du moins la France, c'est un déficit fiscal important, un déficit courant qui est entre 0 et 2% du PIB. Mais le Danemark, on est dans une situation de surplus jumeaux. Voilà, ce qui en fait est assez logique, vu que les rentrées, enfin les revenus issus du solde courant donnent lieu à des rentrées fiscales qui abondent les caisses de l'État et permettent au gouvernement danois d'afficher un surplus. Ça fait plusieurs années d'affilée et la norme au cours des 10 dernières années au Danemark, c'est d'avoir un surplus. Même l'année 2020, euh, le PIB s'était contracté de 2-3%, qui est négligeable comparativement à d'autres pays, et le solde fiscal avait été, disons, relativement... ils avaient réussi à peu près contenir l'évolution. Donc le Danemark, on a une situation de solde jumeaux, d'excédent jumeaux. La Finlande, par contre, on a là des déficits jumeaux, donc qui sont modérés, mais néanmoins. Alors c'est intéressant de voir, c'est voilà, le seul pays qui appartient à l'euro se retrouve en situation de déficit jumeaux. La Norvège, on a des excédents jumeaux, mais des excédents très élevés. Ça, c'est l'excédent courant. Et regardez l'excédent budgétaire. La Norvège a un surplus budgétaire de 13% du PIB. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est l'un des plus. Singapour est très bizarre, mais assez volatile. Ça peut arriver, mais la Norvège est l'un des. Enfin, 13%, c'est surréaliste. Et la Suède, alors là, par contre, on a un très léger déficit budgétaire, mais surplus de la balance courante. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'inflation, donc l'inflation dans chacun des pays,
est revenu autour de la cible. Cependant, d'un côté, on a la Norvège et la Finlande, là, et le Danemark qui sont aux alentours de leur cible, 2%, et on a la Suède et la Finlande qui sont en dessous de 1%. Donc on voit un peu cet écart entre Danemark, Norvège et Suède, Finlande, en termes de, c'est lié au dynamisme économique, évidemment. Alors, là, il y a deux formes à chaque fois. Le plus, la croix en forme de plus, c'est le taux de la Banque centrale, et la croix en forme de X, c'est le rendement à 10 ans des bons du Trésor. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a une inversion de la courbe des taux, qui, de toute façon, est une situation assez générale dans la plupart des pays. Mais on voit donc que le 10 ans est inférieur, le taux à 10 ans est inférieur au taux actuel de la Banque centrale. C'est dû à la forme de la courbe des taux, et c'est essentiellement lié à une attente des investisseurs qu'on ait une normalisation des politiques monétaires, c'est-à-dire que la partie courte de la courbe des taux devrait redescendre à terme. Voilà, et qu'ils pensent que l'inflation ne va pas rester trop excessive. Cependant, et de façon assez logique, on voit que plus le pays a un taux d'intérêt directeur élevé, plus le 10 ans est élevé. Voilà, parce qu'il y a quand même une influence des conditions de politique monétaire sur la formation des rendements. Que dire? Alors la Norvège est le seul pays qui n'a pas encore baissé ses taux, du tout. Ils n'ont pas commencé, alors que la Suède sont les plus avancés dans le processus. Alors, en ce qui concerne, ça c'est le taux de chômage. En abscisse, le taux de chômage. En ordonnée, le taux de croissance réelle du PIB. Donc, le Danemark affiche la croissance réelle la plus élevée, euh, suivi de la Suède et de la Norvège, et enfin la Finlande. Alors, un peu de contexte, la Norvège a connu des taux de croissance très élevés, enfin 3 à 4% au cours des années passées. Elle avait une inflation assez élevée aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont laissé les taux d'intérêt un peu plus élevés. Mais bref, la situation elle est différente entre la Norvège et la Suède en ce qui concerne d'où ils viennent. La Suède, c'est une reprise, la Norvège, c'est une décélération. D'accord? Donc, pas le même passé. La Finlande, en 2023, était en récession. Et cette année, enfin, en 2024, ils ont eu 0,5% de croissance. Donc, on peut le dire, la situation en Finlande n'est pas phénoménale. Alors, je vois le temps, donc je pensais pas, j'ai parlé vraiment plus lentement qu'à mon habitude. Donc je vais juste évoquer. Ça, c'est un peu ce que j'ai retiré des différents journaux, mais je vais aller assez vite. Donc, en ce qui concerne le Danemark, un élément clé, c'est qu'ils ont une industrie pharmaceutique dont la contribution à la production, mais notamment à l'excédent extérieur est phénoménal. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde de Novo Nordisk, et notamment le fameux Ozempic qui voilà, sert pour le diabète et est utilisé également pour perdre du poids, et qui rapporte voilà, qui rapporte des sommes astronomiques à Novo Nordisk et au Danemark. Ensuite, on a la réouverture du champ gazier de Tira, donc qui est situé à l'ouest de Esbjerg, qui en fait bon, avait été découvert fin des années 70, qui avait été temporairement, la production avait été réduite. Là, il y a eu une rouverture en 2024. De façon générale, l'emploi, le Danemark est donc au quasi plein emploi. On peut voir sur le graphique précédent, le taux de chômage est à 2,5. Enfin, concrètement, le Danemark est un pays où euh, ils sont obligés d'utiliser l'immigration pour que ce soit des emplois très peu qualifiés ou des emplois très qualifiés. C'est aux deux extrêmes du spectre. Ils ont besoin d'immigration parce que structurellement, ils sont trop proches du plein emploi. Ils se retrouvent même à envisager de réduire la durée des masters de 6 mois pour augmenter l'offre de travail des Danois, voilà, sur le marché du travail, ce qui est un peu du bricolage, mais bref. Voilà. Cependant, il y a comme dans d'autres pays, il y a un peu cette inquiétude autour de la productivité dans certains secteurs. Je m'attarde pas dessus. Je trouve, enfin, j'ai un problème avec la manière dont la productivité est mesurée. Euh, je pense que c'est un peu, c'est pas le meilleur chiffre, c'est pas la meilleure variable macroéconomique dont on dispose empiriquement, je trouve. La Suède, le principal. Alors, ils ont réussi du côté de l'inflation. Tout le monde est content là-bas sur le fait qu'ils ont réussi à réduire l'inflation. Cependant,
N'oublions pas, ils ont quand même 8,5% de chômage. Alors, il y a la question aussi de l'intégration des personnes qui sont arrivées au cours de la vague d'immigration il y a 10 ans. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'intégration économique de certaines populations. Mais de façon générale, la Suède est un pays où voilà, il y a quand même structurellement un taux de chômage qui est un peu plus élevé. La presse parle beaucoup de ce qu'ils appellent les facteurs internationaux, notamment l'exposition à la guerre en Ukraine. Euh, je l'ai noté parce que c'est le ressenti. Je suis pas sûr que la Suède soit particulièrement touchée par rapport à d'autres pays, comme notamment la Finlande, mais ils en parlent. Et enfin, il y a beaucoup de discussions autour de la politique budgétaire, parce que d'un côté, ils veulent aider les ménages et les entreprises, de l'autre côté, leur lutte contre l'inflation qu'ils ont menée passait par une politique monétaire ainsi qu'une politique budgétaire quand même assez restrictive. Voilà, donc il y a l'orientation exacte à donner à la politique budgétaire n'est pas claire. Enfin, il ne semble pas trop pressé de relancer l'économie, on va dire. Voilà. Alors la Norvège, bon donc c'est un pays qui va bien, hein, on va pas se le cacher. Le secteur public, bon, qui voilà, n'a pas, disons, les mêmes contraintes que dans d'autres pays, voilà, investi. Alors c'est en partie lié à ces activités de fonds souverains et en lien avec les ressources naturelles, mais pas que. Donc le secteur public alimente, voilà. Les dynamiques du marché immobilier ont été multiples, mais ça va pas si mal. Alors après, il y a le fait, comme au Danemark d'ailleurs, que euh, les gens qui avaient des crédits immobiliers ont pu racheter parce que certains crédits sont convertis en titres. Et lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, les prix de ces titres ont baissé. Donc, ils ont pu racheter les bons à des cours plus faibles. Et en plus de ça, ils ont racheté avec certes des taux d'intérêt plus élevés, mais ils peuvent, une partie de leur charge d'intérêt, ils peuvent la retirer de leur impôt sur le revenu. Donc en fait, on a cette combinaison un peu bizarre de dispositions de marché et fiscales qui font que, ben, bon, au Danemark et en Norvège, l'impact du marché immobilier, ça n'a pas été aussi dramatique que dans d'autres pays. Alors par contre, je l'ai mentionné, on a ce problème de dépréciation de la devise qui semble être un mystère. Enfin, compte tenu leur extrême surplus de la balance courante, comment est-ce qu'ils font pour laisser leur devise se déprécier? Voilà. Euh, bon, le marché du travail va bien. En ce qui concerne la Finlande, donc comme je l'ai dit, la Finlande était en récession au cours de l'année 2023. En 2024, ben, ils ont 0,5% de croissance. La construction a particulièrement pâti. Les finances publiques, bon, voilà, c'est un pays qui, leur but, c'est d'avoir maximum 1% de PIB de déficit, hein. Voilà, donc c'est à remettre dans le contexte finlandais. Mais ils ont cette préoccupation, vu que la croissance a été négative puis faible, leurs rentrées fiscales ne sont pas suffisantes par rapport à leurs dépenses additionnelles, donc ils sont inquiets pour leurs finances publiques, mais soyons clairs, leurs finances publiques, comparativement à d'autres pays de la zone euro, vont bien. Voilà. L'emploi est stable. Les perspectives de croissance sont, on va dire, un peu incertaines. On peut espérer un espèce de rebond technique qui continue, mais voilà, c'est pas extraordinaire, on va dire. Et donc, pour finir, les, euh, les dettes, donc dette publique et dette privée. Donc ici, les grosses barres foncées, ce sont les dettes publiques, voilà, et les barres claires et minces, ce sont les dettes privées. Donc, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, il y a un peu une espèce de relation inverse entre dette publique et dette privée, d'accord? La Suède et le Danemark ont des plus petites dettes publiques, mais les dettes privées les plus importantes. La Finlande, dette publique plus importante, qui est un peu paradoxal parce qu'ils appartiennent à la zone euro qui met tellement de contraintes sur les dettes publiques. Bon, si, bon, c'est naïf, mais on pourrait se dire, ah ben normalement, ils devraient avoir une dette publique plus faible que les autres. Évidemment, on sait que lorsque vous appartenez à la zone euro,
vous vous retrouvez avec tellement de contraintes en matière de politique économique que finalement, paradoxalement, vous allez sans doute finir avec une dette publique plus élevée. Voilà. Et aussi le fait que vous ne pouvez plus utiliser votre devise comme instrument d'ajustement. Euh, la Suède, j'aurais tendance à surveiller la Suède parce que la dette privée est importante. Et alors après, quel est l'œuf, quelle est la poule? Mais il y a eu donc une croissance qui n'a pas été incroyable en Suède et ils ont donc une dette privée qui est assez importante. Voilà, on le sait, les dettes privées sont des prédicteurs de crise financière bien plus importantes que les dettes publiques. Voilà, donc c'est à surveiller. Et pour conclure, très rapidement, le Danemark présente une économie qui est vigoureuse, qui est au quasi plein emploi, hein, suivant les régions, c'est au plein emploi, et les secteurs. La Norvège va très bien, pays le plus riche en matière de ressources naturelles et donc financièrement, vu que voilà, l'énergie est évidemment quelque chose de très stratégique sur le plan économique et financier. Et la Finlande et la Suède, comparativement, présentent davantage de fragilité. La différence, évidemment, entre les deux, c'est que la Finlande fait partie de la zone euro, tandis que la Suède a toujours sa propre devise. De surcroît, la Suède a un surplus de la balance courante, ce qui n'est pas le cas de la Finlande, et évidemment bénéficie de l'arme du change. Néanmoins, voilà, la Suède a cette dette privée assez élevée et n'a pas le niveau, disons, d'activité économique euh, du, euh, du Danemark et de la Norvège. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, de mon point de vue, il y a quand même si bon, la Norvège est un peu hors du périmètre des autres, mais on peut mettre le Danemark et la Norvège d'un côté, la Finlande et la Suède de l'autre en termes comment dire, de fragilité et de force structurelle. 39 minutes, ça va. J'ai fini. Большое спасибо, Merci месье beaucoup. Оранжуа. Merci beaucoup, Мы Monsieur подошли, так сказать, к Laurent. небольшому перерыву на кофе-брейк, Maintenant, но я бы воспользовался on, случаем selon задать вам notre вопрос. programme, Ну, on поскольку вы attend pour внутренний une pause наблюдатель, в отличие от de café, нас, mais comme по mais je несколько voudrais необычной utiliser cette теме. possibilité de vous poser une В question, январе comme всплыла vous êtes тема l'observateur ici. независимости En Гренландии. janvier, on a déjà Вот, не затрагивая commencé de геополитические, там, discuter международно-правовые, l'indépendance там, de военные Groenland. аспекты, Si on met ваше мнение с точки si on le зрения met экономики. en dehors Гренландия des aspects датируемый регион. politiques, géopolitiques, donc c'est une Вот. région Если она qui датируемый est регион, и subsidiée, она хочет стать независимой, mais значит, ils кто-то будет veulent датировать другой. А вот devenir с точки зрения indépendants. экономики Дании, как-то повлияет Donc это на ils нее, на doivent бюджет там, и так en далее? fait trouver Спасибо. de nouveaux sponsors. Mais de le point de vue d'économie de Danemark, est-ce que ça va impacter l'économie de Danemark? Merci. Excusez-moi, j'avais pas la traduction, je l'ai mise au milieu, donc j'ai entendu la toute fin. Est-ce que vous pouvez répéter le Et c'est le problème de début? l'indépendance du Groenland par rapport à D'accord. l'économie du Danemark. Oh là, ah oui, 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 j'ai oublié de parler du Groenland. D'accord. Да, Euh, d'accord. Alors, le Groenland, bah, c'est une situation un peu étonnante parce que bon, en fait, alors déjà les Danois, ils aiment bien, comment dire, ils sont assez conservateurs sur le plan fiscal et budgétaire. Ils ne veulent pas dépenser trop. Ils aiment bien, voilà, avoir optimisé comment dire, la qualité-prix, c'est le plus important pour eux. Et donc, le Groenland, il dépense pas mal d'argent pour, mais après, il le voit comme, c'est un peu stratégique et c'est un peu sentimental parce que le Danemark avant était ce grand empire qui avait la Suède, la Norvège, les îles Féroé, le Groenland, etc. Et aujourd'hui, enfin, et l'Islande, et aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils ont juste le Groenland. Donc, ils ont ça. Il y a deux personnes du Groenland qui siègent, je crois, dans la Chambre des députés. Mais
la réalité, c'est que je suis pas sûr que le Danemark ait un véritable plan avec le Groenland. Et la réaction récemment lorsque Donald, excusez-moi, je vais mettre moi. Si, donc mon chargeur. Donc récemment, lorsque Donald Trump a fait ces suggestions qu'il a faites, bon, sur le fond comme sur la forme, ont pu paraître un peu surprenantes. Le Danemark a réagi alors officiellement, mais en réalité en sous-main, on commençait à sérieusement envisager de négocier avec les États-Unis parce que en réalité, si exploration il doit y avoir, utilisation des ressources du Groenland, le Danemark n'en a pas les moyens, ou plus précisément, le Danemark est un peu obsédé, parce que je n'ai pas montré toutes les figures, mais si on regarde la dette publique nette du Danemark, elle est moins de 10% du PIB, et elle sera négative. Donc en termes nets, le Danemark, le gouvernement danois sera créditeur de son économie d'ici quelques années. C'est leur obsession en fait. Ils veulent uniquement avoir de bonnes finances publiques. En fait, le Danemark n'est pas un pays de planification. Je pensais quand j'ai bougé ici que voilà, on avait un État stratège, etc. Pas du tout. On a un État qui est, on va dire, keynésien minimaliste. Donc il y a des choses héritées du passé, l'État-providence, il y a les syndicats, mais sinon en fait il n'y a pas de stratégie économique de l'État, il n'y a pas l'État stratège. Novo Nordisk, ben, j'ai envie de dire c'est presque un coup de bol. Bien sûr il y a eu des investissements un peu publics, etc. Mais c'est aussi ils ont bénéficié des investissements d'autres gouvernements, des coopérations entre entreprises. Et en fait dans le cas du Danemark, euh, pour moi, c'est un peu le genre de meuble hérité d'une succession d'une grande tante mais ils n'étaient pas trop sûrs de ce qu'ils allaient faire avec. Et en fait, là, tout d'un coup, bah, il y a quelqu'un de beaucoup plus gros, beaucoup plus sérieux qui se ramène et qui dit je veux utiliser ça. Bon, qui le dit en des termes très provocateurs, mais ça voilà. En réalité, les politiciens danois là ont commencé à reconsidérer leur position vis-à-vis de ce qu'il faut faire au Groenland. Bien sûr, ils voudront pas perdre la face, ils veulent que le Groenland reste danois, mais en termes, disons, d'accords économiques, que faire, etc., comment financer les investissements, ça va devenir de plus en plus stratégique. Спасибо большое, месье Оранжа.